Alors, bonjour tout le monde. Mon nom est Louis Hull et aujourd'hui, je suis très heureux de vous souhaiter la bienvenue à cette formation au colloque congrès TAC 2024-2025. Cette formation qui a comme titre Surmonter les barrières de l'apprentissage en profondeur grâce aux fonctions exécutives. Et puis, je suis très heureux aussi aujourd'hui de vous dire que notre formateur aujourd'hui, eh bien, c'est mon collègue Martin qui est avec nous et Martin Parent, qui fera cette formation. Alors, quelques petites consignes avant d'aller plus loin. Veuillez noter que cette formation est enregistrée et qu'elle se retrouvera sur le site Internet au cours des prochaines semaines. Durant cette formation, vous avez accès à votre caméra. On vous invite à l'ouvrir si vous le désirez. Et vous avez aussi accès à votre micro. Donc, si vous avez des questions ou des commentaires, n'hésitez pas à utiliser soit la boîte de clavardage ou votre micro. Enfin, nous aimerions remercier le ministère de l'Éducation qui, grâce à son financement, rend cette formation aujourd'hui possible. Voilà, donc bonne formation tout le monde. Martin, c'est à toi. Merci beaucoup, Louis. Alors, aujourd'hui, justement, on se parle de fonctions exécutives et d'apprentissage en profondeur. Et puis, plus particulièrement, on va se poser la question, mais comment nos gestes en tant que personnel enseignant, ou personnel éducatif, devrais-je dire, comment nos gestes, que ce soit au niveau de la façon qu'on présente l'information ou la façon qu'on enseigne certaines stratégies à nos élèves, comment est-ce que ces gestes-là peuvent permettre à nos élèves de développer leurs fonctions exécutives et surmonter des barrières liées à l'apprentissage en profondeur. Mais avant de se lancer dans le vif du sujet, je sais que Louis l'a déjà fait un petit peu, mais ça m'aide à me situer. Je ne vais pas vous demander votre sport d'hiver préféré, mais je vais juste vous demander votre rôle et de quel conseil vous venez dans la boîte de clavardage. Vous pouvez prendre un petit moment pour faire ça. Alors, on a des conseillers pédagogiques, conseillères pédagogiques, direction. On a des orthophonistes, une orthophoniste. Super. Merci. Merci pour ce partage-là. Super. Excellent. Excellent. Alors, avant de rentrer dans vraiment les fonctions exécutives, il faut justement définir certaines choses. Puis la première définition qu'on doit avoir afin de s'harmoniser, c'est vraiment la définition de c'est quoi l'apprentissage en profondeur. Et puis, je n'ai pas inventé cette définition de l'apprentissage en profondeur. En fait, c'est traduit des recherches de John Hattie et compagnie qui contrastent l'apprentissage en profondeur avec l'apprentissage en surface. Et puis l'apprentissage en surface, c'est vraiment, comme ça le dit dans le petit encadré, c'est vraiment une compréhension initiale, soit du vocabulaire ou de certaines compétences. Alors, si on se met dans le contexte de mathématiques, ben c'est peut-être reconnaître un nouveau symbole mathématique et commencer à comprendre un peu sa définition de ce symbole mathématique-là. Et lorsqu'on approfondit notre apprentissage, c'est à ce moment-là qu'on commence à établir des liens entre cette compréhension initiale-là et peut-être certaines procédures. Alors, si on se remet dans notre exemple de mathématiques, ben là, on a un symbole mathématique et peut-être qu'on le relie à certaines procédures qu'on apprend. Mais c'est vraiment à la dernière étape, quand on rentre vraiment dans l'apprentissage en profondeur, qu'on commence à développer notre compréhension conceptuelle du concept. Et c'est à ce moment-là qu'on commence à appliquer ces concepts-là de manière autonome dans des nouveaux contextes. Alors, c'est vraiment ça la définition de l'apprentissage en profondeur. Et cette définition-là sous-entend justement, ben, on voit tisser des liens. Fait que nécessairement, dans notre grille d'évaluation, si on est au personnel enseignant ou direction, ben, on est dans du MA3. Puis ça sous-entend aussi la pensée critique
et la pensée créative, nécessairement. Fait qu'on est nécessairement dans du HP aussi. Alors, voilà la définition de l'apprentissage en profondeur. Et puis là, la prochaine chose qu'on doit définir, ben, c'est quoi exactement les fonctions exécutives? Alors, pour le dire tout simplement, les fonctions exécutives, c'est quoi? C'est des processus cognitifs qui nous aident à réguler nos pensées, nos actions et nos émotions. Qu'est-ce qu'un processus cognitif? Bien, pour dire simplement, un processus cognitif, c'est des étapes, c'est un peu comme des étapes mentales qu'on doit faire pour atteindre une tâche. Alors, c'est des étapes mentales qui nous aident à gérer nos émotions, nos actions et nos pensées. Et puis, pour nous aider à comprendre, puis nous contextualiser, ben, j'aime beaucoup l'analogie du chef dans sa cuisine qui représente nos fonctions exécutives. Le chef dans sa cuisine reçoit des commandes, alors il y a de l'information qui rentre, et là, il doit exécuter une recette pour un client. Alors, justement, il doit aller chercher dans sa mémoire, puis organiser ses pensées, donc réguler un peu ses pensées pour exécuter cette marche à suivre-là ou cette recette-là. Mais peut-être, entre-temps, il reçoit une autre commande qui est urgente. Alors, il doit modifier ces étapes qu'il est en train d'entreprendre pour justement faire preuve de flexibilité mentale et changer, donc réguler ses pensées, réguler ses actions. Et peut-être qu'il vit des émotions en lien avec ça. Alors, il doit justement réguler ses émotions. Alors, tous ces différents aspects-là font partie des fonctions exécutives et c'est tous ces processus cognitifs-là. Alors, nos élèves et nous, lorsqu'on applique nos fonctions exécutives, bien justement, on est en train de réguler nos pensées, nos actions et nos émotions. Alors, c'est vraiment à la base de tout ce qu'on est en train de faire et on doit vraiment peut-être contrôler des distractions, des choses comme ça. On doit réguler ces pensées-là. Alors, ça, c'est notre définition des fonctions exécutives. On a notre définition de l'apprentissage en profondeur. On a notre définition des fonctions exécutives. Et puis, une des choses qui lie justement les fonctions exécutives avec l'apprentissage en profondeur, c'est lorsqu'on regarde au cerveau, chose vraiment intéressante, c'est que lorsqu'on regarde à l'activation cérébrale, lorsqu'on est en train d'appliquer des fonctions exécutives, on remarque que c'est beaucoup, beaucoup lié au lobe préfrontal. Et c'est la même chose lorsqu'on demande aux élèves de penser critiquement et créativement. Alors, c'est les mêmes régions cérébrales qui sont activées. Alors, évidemment, le lien qu'on peut faire, c'est qu'il y a un lien vraiment, vraiment intime entre les fonctions exécutives et l'apprentissage en profondeur. En fait, c'est vraiment difficile d'apprendre en profondeur sans fonction exécutive. Et je dirais peut-être même impossible d'apprendre en profondeur sans fonction exécutive. Alors, petit morceau d'information intéressant ici. Alors, aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est on va passer à travers 3 fonctions exécutives. Je sais que dans le guide du CFORP, si vous l'avez vu, ce guide-là du CFORP, sur les fonctions exécutives, vous allez voir qu'il y en a 8 dans ce guide-là. En fait, à l'heure actuelle, il y a un peu un débat dans la recherche au niveau des fonctions exécutives. Il n'y a pas de débat par rapport à si elles existent. Alors, ces fonctions exécutives-là ont été démontrées en recherche, en laboratoire, etc., qu'elles existent, puis il y a une application concrète à l'éducation. Mais il y a différents nombres de fonctions exécutives qui ressortent dans la recherche, puis dans les différents écrits. Mais le consensus actuel, c'est vraiment qu'il y en a 3 majeures. Alors, c'est vraiment sur ces 3 fonctions exécutives-là qu'on va se concentrer aujourd'hui. Mais sachez que de ces 3 majeures-là découle le restant des fonctions exécutives qu'on retrouve dans le guide du CFORP, que si jamais vous ne l'avez pas vu, je vais vous le présenter à la toute fin de l'atelier. Alors, les 3 fonctions exécutives que je vais vous présenter, la première, c'est la mémoire de travail. La deuxième, c'est la flexibilité cognitive. Et la troisième, c'est l'inhibition. Et justement, si on revient à notre analogie du chef dans sa cuisine, ben,
on voit, si on a une petite compréhension de ces trois termes-là, on voit que justement, nos fonctions exécutives, ça représente vraiment le chef dans sa cuisine qui doit retenir de l'information en tête, il va faire preuve de flexibilité cognitive et il doit peut-être inhiber certaines informations, il doit apprendre à se concentrer. Alors, on va creuser ces trois fonctions exécutives-là, puis on va voir quel genre de gestes qu'on peut faire pour soutenir le développement de ces fonctions exécutives-là. Mais pour se lancer là-dedans, il faut juste prendre un pas de recul puis de voir, ben, c'est quoi les étapes cognitives pour qu'un élève apprenne. Alors, c'est un schéma un peu simplifié de l'apprentissage ici, mais la première étape, puis ça va nous aider à comprendre vraiment comment est-ce qu'on peut agir sur ces fonctions exécutives ici. Mais la première étape, c'est des entrées sensorielles. Alors, la première question qu'on peut se poser, c'est quelles sont des entrées sensorielles dans une salle de classe? Alors, j'aimerais ça vous la poser, juste comme ça. Quand vous pensez à des entrées sensorielles par nos cinq sens, si vous vous mettez dans les souliers de vos élèves, c'est quoi des entrées, des exemples d'entrées sensorielles dans une salle de classe, dans la boîte de clavardage? Effectivement, Jessica, oui. Oui, un exemple plus concret. Mélanie est en train de dire l'affichage au mur. Oui, est-ce qu'on a d'autres exemples concrets comme ça? Le bruit des lumières, effectivement. Les gens qui parlent, la musique, les bruits environnants. Alors, tu sais, des fois, on a la porte ouverte, puis il y a des élèves qui passent en avant de notre porte. Alors ça fait partie des entrées sensorielles, les annonces, ce qu'on touche. Alors, on fait vraiment référence aux cinq sens. Puis quand on est en train de penser à toutes ces choses-là, puis là, tu sais, Pierre-Luc ajoute odeur, ben, on pense à nos cinq sens. Alors, tout ce qu'on voit, on voit peut-être un élève gigoter de la jambe, on voit peut-être différentes affiches sur les murs, on voit peut-être différentes images, on voit différentes couleurs dans la salle de classe, on voit l'enseignant et d'autres élèves qui sont en train de se comporter de certaines façons. On entend plusieurs choses. Des fois, on entend les lumières aussi, oui. On ressent tout ce qui est tactile. Alors, que ce soit peut-être on est inconfortable dans notre linge ou peu importe, on est en train de ressentir tout ce qui est tactile. Il y a peut-être des odeurs en salle de classe et il y a peut-être même un goût que tu as aussi. Alors, quand on pense aux entrées sensorielles, c'est vraiment important de penser à ça comme une entrée sensorielle. C'est un mot un peu scientifique de cette façon-là, puis c'est bizarre de penser à ça comme ça, mais ça l'englobe beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses, puis ça nous aide vraiment à comprendre tout ce qui rentre à l'intérieur de notre cerveau. La deuxième question qu'on peut se poser en tant que personnel éducatif, c'est quoi notre rôle pour faciliter la gestion de ces entrées sensorielles-là? Bien, les gens vont dire tout de suite, ils vont dire, ben, on doit minimiser les distractions. Alors, peut-être qu'on va enlever certaines affiches qui ne sont pas en lien avec l'apprentissage, ou peut-être qu'on n'est pas en train d'utiliser. Peut-être qu'on va fermer notre porte lorsqu'il y a du bruit. Alors, on va vraiment minimiser ces distractions-là. Une autre chose qu'on pourrait faire en tant que personnel éducatif, c'est vraiment gérer l'attention et diriger l'attention. On le voit en salle de classe, on va répéter certaines phrases. Pourquoi qu'on répète certaines phrases? Ben, on est en train de diriger l'attention, diriger les entrées sensorielles. On a certains gestes enseignants comme OK, je veux que vous vous souvenez de trois éléments dans l'histoire que je vais dire. Ben, trois éléments ici, c'est en train de guider l'attention vers quelque chose ici. On peut aussi enseigner aux élèves comment se concentrer.
comment minimiser certaines distractions. Alors, ça va venir peut-être bloquer certaines distractions, des choses comme ça. Mais ça, c'est la première étape de l'apprentissage. Ce sont les entrées sensorielles. La deuxième étape de l'apprentissage, c'est la mémoire de travail. Et la mémoire de travail, c'est vraiment là où on commence à capter un certain nombre d'informations dans notre tête pour l'utiliser. Et si on l'utilise à répétition, cette information-là va se rendre à la mémoire à long terme. On va avoir un apprentissage. Alors, l'analogie que je ferai avec la mémoire de travail, c'est vraiment comme un tableau blanc effaçable. Alors, il y a un espace limité, il y a une certaine quantité d'informations qu'on est capable de garder en tête. Il y a un espace limité sur mon tableau blanc. Et après un certain temps, on l'efface. Ça s'efface automatiquement. Alors, on est capable, nous, en tant qu'être humain, on est capable de garder certaines informations en tête pendant un certain montant de temps, mais éventuellement, on va l'oublier si on ne l'utilise pas. Alors, c'est vraiment ça, cette capacité-là de retenir l'information et de l'utiliser pour l'apprendre. Ça, c'est la mémoire de travail. Alors, ici, ça, on vient de le dire, mais on peut se poser comme question, bien, quel rôle joue le personnel enseignant pour faciliter l'utilisation de cette information-là? Alors ça, on va en parler dans quelques instants, mais c'est vraiment important de comprendre ces étapes-là liées à l'apprentissage, ces étapes cognitives-là liées à l'apprentissage, pour savoir ben, à quel point nous autres on agit ici. Est-ce qu'on agit sur l'entrée sensorielle? Est-ce qu'on agit sur la mémoire de travail? Comment est-ce qu'on peut faciliter l'apprentissage en profondeur de nos élèves? Alors, commençons avec la première fonction exécutive, qui est la mémoire de travail, qui est la capacité de retenir de l'information pour l'utiliser, pour l'amener à notre mémoire à long terme. Mais ça veut dire quoi utiliser l'information? Alors, vous voyez cette belle image-là à l'écran. Utiliser l'information, ça veut dire quoi? Ben, ça veut dire la retenir. Alors, je vais donner un exemple de ça. Dans le temps qu'il n'avait pas de téléphone cellulaire et qu'on devait se rappeler d'un numéro de téléphone et qu'on n'avait pas un bout de papier alentour de nous autres, qu'est-ce qu'on faisait? Ben, on se le répétait dans notre tête, ce numéro de téléphone-là. On se souvient de ces moments-là. Ça n'existe plus, ces moments-là, mais dans le temps, ça l'existait. Alors, c'est exactement ça qu'on est en train de faire. On est en train d'essayer de retenir l'information. On se le répète, on se le répète, on se le répète. Alors, on retient cette information-là. Puis, si le numéro de téléphone serait trop long, on ne serait pas capable de ça. Fait qu'il y a une capacité limitée. Ensuite, une autre façon d'utiliser l'information, c'est de la manipuler. Et un exemple de manipulation, c'est si, par exemple, on tente d'apprendre en sciences le mot extracellulaire. On est en 8e année, on parle de la cellule et on tente d'apprendre le mot extracellulaire. Alors, pour manipuler l'information, peut-être dans notre tête, on prend le mot extracellulaire puis on dit, ben, quel petit mot que je reconnais dans ce mot-là? On reconnaît peut-être extra, puis on reconnaît cellulaire. Et puis cellulaire, on est dans mon cours de sciences, fait que je sais que ça fait référence à la cellule. Puis extra, je l'ai déjà vu. J'ai déjà vu le mot extraordinaire, quelque chose qui sort de l'ordinaire. Alors, peut-être que extracellulaire, ça veut dire quelque chose qui sort à l'extérieur de la cellule, à l'extérieur de la cellule. Alors, en enseignant peut-être des stratégies au niveau de l'étymologie des mots, on apprend à manipuler les informations de certaines façons. Alors ça serait un exemple de manipulation. Il y en a une tonne d'exemples comme ça où est-ce qu'on manipule l'information. Mais une autre façon d'utiliser l'information, c'est de la récupérer en mémoire. Peut-être de retourner dans notre mémoire à long terme, d'aller chercher de l'information. Puis justement, dans l'exemple que je viens de vous donner, on a comparé le mot extracellulaire au mot extraordinaire, mais il fallait que j'aille dans ma mémoire à long terme aller récupérer de l'information sur le mot extraordinaire pour justement le comparer à extracellulaire. Fait que ça veut dire récupérer l'information. Et la dernière étape, c'est de la stocker.
Alors, si on l'a assez utilisée, ben, on la stocke dans notre mémoire à long terme. Alors, ça, c'est notre mémoire de travail et la façon qu'elle fonctionne. Alors, le but vraiment, c'est d'utiliser cette information-là pour qu'elle se rende à notre mémoire à long terme. Alors, je remets à l'écran les étapes cognitives de l'apprentissage. Il y en a d'autres étapes cognitives. C'est certaines étapes cognitives liées à l'apprentissage. Mais je vous pose une question, puis je vous invite à participer dans la boîte de clavardage. En tant que professionnel en éducation, sur quoi pouvons-nous agir pour soutenir la mémoire de travail? Donc, c'est-à-dire, à quelle étape? Est-ce que c'est à l'étape des entrées sensorielles? Est-ce que c'est à l'étape de la mémoire de travail? Ou c'est à l'étape de la mémoire à long terme? Donc, à quelle étape nous autres, on va intervenir pour soutenir la mémoire de travail de nos élèves? Qu'est-ce que vous en pensez dans la boîte de clavardage? Alors, Jessica va dire Jessica va dire la mémoire de travail. Effectivement, mémoire de travail. Mélanie parle de toutes les étapes. En fait, on va surtout être à l'étape des entrées sensorielles. On en a déjà parlé. On va diriger, on va guider l'attention, puis on va peut-être minimiser les distractions. Mais on va aussi travailler en tant que professionnel en éducation au niveau de l'utilisation de l'information. Et puis, c'est vraiment à ces deux étapes-là importantes. Et puis là, ça va venir guider notre façon d'intervenir auprès des élèves pour soutenir leur mémoire de travail. Alors, si on résume un peu ici, ou si on va, comment est-ce qu'on peut faire concrètement pour intervenir à ces étapes-là? Bien, à l'étape des entrées sensorielles, on peut modifier la présentation de l'information. Fait qu'on peut présenter les choses différemment. Alors, je retourne à mes exemples concrets. Bien, s'il y a des affiches sur les murs qui distraient, s'il y a des lumières qui distraient, s'il y a des comportements qui distraient, si je présente trop d'informations, mais il faut limiter puis guider l'attention. Fait qu'on peut modifier la présentation de l'information pour nos élèves. À l'étape de la mémoire de travail, on peut intervenir comment? Bien, on peut changer la nature de notre tâche ou on peut enseigner des stratégies pour mieux traiter l'information. Alors, c'est vraiment ces trois axes-là sur lesquels on peut agir en tant que personnel enseignant pour soutenir la mémoire de travail puis les fonctions exécutives. Alors, nos prochaines étapes, ça va être de rentrer dans des exemples concrets. Et puis, je vais vous demander de participer dans la boîte de clavardage, mais vraiment, je vais vous donner un défi lié à la mémoire de travail, puis on va réfléchir ensemble à comment est-ce qu'on pourrait intervenir en soit modifiant la présentation de l'information, soit en modifiant peut-être la nature de notre tâche, ou peut-être en enseignant certaines stratégies de traitement d'information. Alors, c'est peut-être un petit peu abstrait dans votre tête, on va le concrétiser ensemble. Alors, je vous présente un premier défi qui est souvent lié à un élève qui a de la misère avec sa mémoire de travail. Alors, l'élève va lire, donc il va décoder, mais il ne va pas se souvenir du matériel. On connaît peut-être ces élèves-là. Il lit, mais il ne se souvient pas. Ou peut-être il va lire un problème mathématique, mais ne parvient pas à le comprendre. Alors, ça, c'est un défi, ça peut être un défi au niveau de sa mémoire de travail. Alors, si je remets à l'écran nos trois axes d'intervention, bien, comment est-ce qu'on pourrait présenter l'information différemment pour pallier ce problème-ci? Comment est-ce qu'on pourrait peut-être repenser la nature de la tâche pour réduire la charge sur la mémoire de travail dans ce défi-ci? Et comment est-ce qu'on pourrait, ou quelle stratégie de traitement de l'information est-ce qu'on pourrait enseigner pour soutenir la mémoire de travail? Alors, je vous donne peut-être quelques instants pour y réfléchir, mais je suis curieux de savoir, il y a plusieurs différentes réponses possibles ici. Mais ça serait quoi une solution
pour cet élève-là et ça rentrerait dans quelle colonne? Est-ce que c'est nous qui présente l'information différemment? Est-ce que c'est la tâche qui va changer? On morcelle peut-être la tâche ou est-ce qu'on va enseigner une stratégie spécifique pour ce défi-là? Je vous donne quelques instants pour y réfléchir et sentez-vous bien à l'aise d'écrire votre réponse dans la boîte de clavardage. Alors, je vois des gens qui répondent dans la boîte de clavardage. Alors, je vois, Nancy, toi, tu as pris la voie vraiment, tu sais, globalement. Il faudrait peut-être faciliter le traitement de l'information. Peut-être on n'est pas en train de traiter l'information. Puis là, on voit des exemples concrets en dessous. Donc, on a Tracy qui dit enseigner la stratégie de s'arrêter et de se demander si on a compris. Alors, ça, c'est une stratégie qu'on peut enseigner. Alors, de s'arrêter et de vérifier notre compréhension. Alors, ça ferait partie de la troisième colonne ici. Mais on pourrait aussi changer aussi, faciliter le traitement de l'information, peut-être en discutant avec un père de ce qu'on vient de lire pour justement vérifier notre compréhension. Alors, ça pourrait tomber dans le traitement de l'information ici. Pierre-Luc parle de annoter le texte. Alors, ça, c'est une stratégie pour justement peut-être réduire la charge cognitive sur la mémoire de travail. Enseigner diverses méthodes de prise de notes. Alors, quand tu es en train de prendre des notes, à moins que tu recopies exactement tout ce qui est écrit ou tout ce qui est dit, ben, si tu es en train de prendre des notes, habituellement, tu es en train de penser. Penser, tu es en train de traiter l'information. Alors, si tu enseignes comment prendre des notes, ben, tu enseignes comment traiter l'information. Alors, ça devient plus facile pour l'élève de comprendre ce qu'il est en train de lire. Activer les connaissances antérieures. Ici, ça serait un peu de modifier la nature de la tâche, peut-être, ou peut-être présenter des informations. Tu vois, il y a du chevauchement entre les différentes colonnes ici, mais activer les connaissances antérieures, ça serait justement peut-être faciliter l'entrée sensorielle ou guider l'attention ici. Puis là, on a Daniel, travailler sur la métacognition. Alors, réfléchir à justement le processus d'apprentissage. Alors, est-ce qu'on a compris ce qu'on a lu ou comment est-ce qu'on a réussi la tâche ici? Alors, on a plein d'exemples concrets, mais on voit que ça tombe souvent dans ces trois types de solutions-là. Est-ce qu'on peut présenter l'information pour guider l'attention? Est-ce qu'on peut faciliter le traitement de l'information en changeant la tâche? Ou est-ce qu'on peut enseigner des stratégies concrètes pour mieux traiter l'information? Alors, je vous présente certains gestes pédagogiques un peu généraux pour soutenir la mémoire de travail, mais vous allez voir que ça tombe à l'intérieur de ces trois colonnes-là, ces trois types de solutions-là. Fait qu'on voit, tu sais, fournir un horaire visuel ou pictogramme. Fait qu'ici, on est en train de vraiment guider l'attention vers quelque chose. Peut-être enseigner certaines stratégies de chunking,
Donc ici, regrouper l'information ensemble pour que ça prenne un petit peu moins de place dans la mémoire de travail. Promouvoir l'enseignement par les pairs, ici, ou au pair. Fait que ça veut dire que des stratégies comme tourne-toi et parle, pense, parle, partage. Mais justement, qu'est-ce qu'on demande à l'élève de faire? On demande à l'élève d'utiliser l'information. Alors, on demande d'appliquer sa mémoire de travail pour faciliter l'apprentissage en profondeur. Je vais tout de suite passer à la deuxième fonction exécutive, qui est celle de la flexibilité mentale. Alors, si on revient à notre chef dans sa cuisine, la flexibilité mentale, c'est la capacité à peut-être sauter d'une tâche à l'autre ou d'alterner entre différentes tâches, ou peut-être accepter certaines modifications à ces tâches-là. Alors, puis la fonction exécutive, justement, juste pour qu'on se contextualise puis on se situe, mais les fonctions exécutives, vraiment, sont toutes les autres fonctions exécutives sont très, très prochement liées à la mémoire de travail. Fait que ça se retrouve vraiment ici, dans les étapes cognitives. Mais si on prend un problème concret lié à la flexibilité mentale, alors, on a tous peut-être vu ces élèves-là qui présentent peut-être des comportements perturbateurs lors des transitions ou lorsqu'on a des changements de routine. On sait que les changements de routine, peu importe à quel niveau ces changements de routine-là, ça peut être un défi au niveau de la gestion de classe. Mais si on reprend justement nos 3 types de solutions, ça serait quoi une solution pour ce défi-là? Alors, j'aimerais ça vous entendre encore dans la boîte de clavardage. Ça serait quoi une solution d'après vous? Et puis, ça fitterait dans quelle colonne ici au niveau de la stratégie? Je vous donne quelques instants pour y réfléchir. Alors, un élève qui aurait de la difficulté avec des transitions, ça serait un défi au niveau de sa flexibilité mentale, cette fonction exécutive-là, peut-être d'alterner d'une tâche à l'autre. Alors, différents types de solutions qu'on pourrait avoir
dans ce contexte-ci, ce serait peut-être qu'on lui donne, on l'avertit d'avance. Comme ça, il peut commencer à se préparer. Alors, justement, on changerait la nature de la tâche peut-être un petit peu en lui donnant un petit peu plus de temps en terminant la tâche de bonne heure pour qu'il puisse justement transitionner d'une tâche à l'autre. On a Tracy qui mentionne dans la boîte de clavardage, pour faciliter l'entrée sensorielle, afficher l'horaire visuel et prévenir l'élève du changement. Fait que les pictogrammes puis les horaires à tous les niveaux, ou peut-être au secondaire, ne serait-ce qu'un symbole que juste que tu fais entre toi et l'élève. Justement, ça prépare l'élève pour ça, ou tout simplement lui enseigner des stratégies, justement, quelles sont les étapes qu'il doit entreprendre au niveau comportemental pour changer de tâche. Alors, est-ce qu'on lui a enseigné explicitement cette transition-là? Alors, on voit différentes réponses apparaître dans la boîte de clavardage. Donner des choix dans l'ordre des tâches à accomplir, ça pourrait être une option ici, mais on risque peut-être d'avoir quand même la perturbation entre les transitions, mais peut-être si on a un intérêt, on est un petit peu plus engagé là-dedans. Au niveau de faciliter le traitement de l'information en enseignant des stratégies, avoir un modelage de comment faire les transitions. Alors, faire un enseignement explicite de ce comportement-là à tous les niveaux, c'est vraiment, vraiment important. Changer de tâche, changer de cahier. Alors, on a des étapes, encore une fois, qui sont associées, ou peut-être un avertissement en changeant la nature de la tâche ici. Alors, des bons exemples, mais on voit ici que, encore une fois, pour aider à cette fonction exécutive-ci, nos solutions tombent vraiment dans 3 colonnes. Et puis, c'est vraiment au niveau de comment est-ce qu'on apprend quelque chose. C'est vraiment ces étapes cognitives-là liées à l'apprentissage. Je vous donne d'autres gestes, peut-être un petit peu généraux, pour aider ou soutenir la flexibilité mentale. Alors, on a parlé d'utiliser des référentiels ou des repères visuels. Ça permet vraiment cette alternance d'une tâche à l'autre. On a parlé de l'enseignement explicite, vous venez de le dire. On a aussi parlé du scénario. Fait utiliser un scénario social pour enseigner certaines situations. Et puis là, de voir justement toutes les émotions rattachées à tout ça, puis d'avoir justement une réflexion par rapport au pourquoi qu'on est en train de faire, on est en train de changer de tâche. On tombe maintenant à notre troisième et notre dernière fonction exécutive qui est l'inhibition. Et la meilleure façon de réfléchir à l'inhibition, c'est comme le contraire de l'impulsivité. Alors, si je reviens à mon analogie du chef dans sa cuisine, ce chef dans sa cuisine-là, ben, il doit inhiber, il doit stopper certaines entrées sensorielles. De la même façon qu'un élève qui se concentre à lire quelque chose, il y a peut-être d'autres informations sensorielles qui est en train de bloquer. Alors, ça s'appelle de l'inhibition et ça peut se pratiquer. C'est une fonction exécutive qui est au cœur de la concentration, mais aussi de l'apprentissage. Alors, à tous les niveaux, on peut apprendre à s'inhiber. Et ça sonne peut-être un peu drôle à dire, on peut apprendre à s'inhiber, mais justement, c'est une habileté qu'on sait qui est au cœur de la concentration puis de l'apprentissage. Et puis, combien souvent est-ce qu'on l'enseigne réellement? Alors, c'est vraiment quelque chose qui se pratique ici. Alors, encore une fois, c'est vraiment rattaché à la mémoire de travail beaucoup. Mais si on fait le même exercice qu'on vient de faire, si on présente peut-être un défi lié à l'inhibition que peut-être on connaît déjà, puis on peut réfléchir à des solutions ensemble. Alors, un exemple de défi avec l'inhibition en mathématiques, commettre des erreurs lors de la résolution de problèmes. Par exemple, prendre les petits mots de moins
pour une soustraction, même si le problème ne demande pas l'opération de soustraire. Alors, on voit souvent cette erreur-là. On saute, on est comme un petit peu trop impulsif en lisant le problème. On voit de plus ou de moins, puis on fait tout de suite l'opération plus ou tout de suite l'opération de soustraire. Mais ce n'est pas ça que le problème demande. Alors, on a besoin de inhiber cette impulsion-là, peut-être appliquer certaines stratégies pour nous ramener au problème puis de mieux comprendre le problème. Alors, vous savez déjà qu'est-ce que je vais vous poser comme question, mais si on reprend nos trois colonnes, nos trois types de solutions, comment est-ce qu'on pourrait présenter l'information différemment ici? Comment est-ce qu'on pourrait repenser la nature des tâches pour réduire la charge ici associée à la mémoire de travail? Ou quelle stratégie de traitement d'information est-ce qu'on pourrait enseigner ici? Je vous donne quelques instants pour y réfléchir, puis je vous invite à partager vos pistes de solutions dans la boîte de clavardage. Alors, on voit certaines solutions apparaître dans la boîte de clavardage. Donc, redire le problème dans ses propres mots ou faire un schéma, ça, c'est une façon de traiter l'information qui est différente. Alors, on peut enseigner ce traitement d'information-là. Ou peut-être même dans la nature de la tâche, on provoque, on demande un schéma. Représente-moi. Automatiquement, on provoque ceci. On a Jessica qui nous dit faciliter l'entrée sensorielle en modifiant la présentation de l'information, enlever les mots non nécessaires de la question ou de la mise en situation. On pourrait effectivement, puis on pourrait même la dire à voix haute, puis peut-être mettre un emphase sur certaines choses. Et peut-être même au niveau de la métacognition, de réfléchir à quelles sont des erreurs possibles dans ce genre de problème-là. Alors, c'est pas des pièges qui arrivent souvent. Alors, souvent, avec l'inhibition, on tombe à des pièges d'inattention. Puis je me rappelle, moi-même, en tant qu'élève, j'avais des fois des X sur ma copie à cause que c'était comme une inattention, mais c'était peut-être, je suis sauté à une conclusion trop rapidement. Mais si on m'avait enseigné de prendre une étape, prendre une pause, et puis de peut-être avoir certaines stratégies au niveau du traitement de l'information, bien là, je sauterais peut-être moins à ces conclusions-là rapidement. Je vous présente encore une fois quelques gestes un petit peu plus généraux qui soutiennent l'inhibition. Ah, je vois Nancy, justement, une autre réponse arriver. Le modèle de la classe collaborative où les élèves peuvent travailler ensemble pour résoudre des problèmes. Donc, justement, ça, dans notre collaboration, puis dans cette classe collabo-réflective ou collaborative, où est-ce qu'on doit parler à nos élèves, ben justement, il y a peut-être une étape qui est comme imbriquée dans ce modèle-là, où est-ce qu'on doit prendre un moment d'arrêt,
puis on doit en discuter avec un camarade de classe. Alors, est-ce qu'on a le réflexe de faire ça automatiquement quand on est en résolution de problème? Alors, c'est un super bon point. Avoir un mur ou un référentiel qui explique les différentes expressions. Et puis, tu sais, on parle de, tu sais, encourager les erreurs, puis d'avoir cette posture-là en salle de classe. Ben, est-ce qu'on a un mur d'erreurs communes, puis est-ce qu'on souligne les erreurs communes ou les erreurs d'inattention? Est-ce qu'on en parle de ces erreurs-là ouvertement? Est-ce que les élèves sont capables de les reconnaître aussi? Merci beaucoup pour le partage. Et puis, de manière plus générale, ben, on voit plusieurs, plusieurs gestes qui se répètent ici, mais l'enseignement explicite revient tout le temps. Mais l'enseignement explicite de certains comportements spécifiques associés à des stratégies, utiliser des référentiels, puis même des signaux non verbaux pour rappeler le comportement attendu. Ici, ce sont des gestes un petit peu plus généraux. Alors, je vais terminer ici, puis on va avoir un moment, je vois le temps filer aussi, et on va avoir un moment pour des questions aussi si vous le souhaitez, mais je laisse à votre disposition un guide au niveau des fonctions exécutives faites par le CFORP. C'est sorti l'an dernier, tout frais. J'ai été tiré beaucoup de mes ressources de l'Université de Harvard, du Center on the Developing Child, qui a des très bonnes ressources. Et puis, il y a aussi un continuum de développement des fonctions exécutives de la petite enfance à l'âge adulte qui vient du bord du Québec, mais qui est vraiment intéressante aussi. Fait que j'aurais pu vous donner plusieurs ressources, mais vraiment, ces trois-là, c'est comme des références pour moi. Mais sur ça, je vous dis un grand merci, puis merci beaucoup pour votre participation puis votre engagement. J'espère que ça a été utile pour vous autres. Louis, on t'entend pas si tu parles. Je me reprends. Merci beaucoup, Martin, pour cette formation aujourd'hui. Je vais arrêter l'enregistrement, puis je vous reviens avec le mot de la fin.